Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir le retour de Martin Camposito au Max Planck Institute de physique des plasmas. Et il va nous parler de schéma d'un très compliqué, mais il va nous expliquer. Merci beaucoup, Benoît, pour l'introduction. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce séminaire. Je suis vraiment très content d'être là et je suis très content de vous présenter ces résultats qui sont le fruit d'un travail avec un doctorant, Frédéric Streck, à l'Institut de physique des plasmas de Garching, et qui était motivé en gros par la question: est-ce qu'on peut construire des projecteurs, des opérateurs de projection sur des espaces d'éléments finis qu'on appelle multipatch. Donc je vais vous expliquer ce que c'est, et qui commutent avec la suite de... Je vais vous expliquer pourquoi cette question est importante, et je pensais assez naïvement qu'on allait, en manipulant certains outils qu'on aime bien, avoir une solution assez rapidement. Et en fait, plus on cherchait, plus on se rendait compte que le problème n'était pas très simple, et on a fini par avoir une solution, qui est une solution partielle, mais que j'ai vraiment grand plaisir à vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu les termes du titre, donc d'expliquer ce que c'est que d'abord des projections commutantes, commutées avec quoi, en quel sens elles vont être stables, et le genre d'éléments finis, l'espace d'éléments finis qui nous intéresse. Et je vais faire un petit peu une revue du genre d'opérateurs qui existent sur ces espaces. Alors, la trois parties: motivation, petite revue de projecteurs existants et l'approche qu'on a développée pour les espaces particuliers de type multipatch. Alors, d'abord la motivation. Donc là, j'ai repris essentiellement un slide de Doug Arnold qui pointe en deux raisons pour lesquelles on pourrait avoir envie d'utiliser ces méthodes d'éléments finis préservant la structure. Je vais donner d'autres motivations, mais ici, donc, je montre deux exemples de problèmes que vous risquez de résoudre assez mal avec des éléments finis continus. Et essentiellement, c'est lié à la présence de trous dans votre domaine. Quand vous avez un domaine, ici un domaine en 2D avec un trou au milieu, ou alors quand vous avez des corps rentrants, pour résoudre, alors c'est essentiellement des problèmes électromagnétiques. Ici, ils ne sont pas vraiment présentés sous la forme d'équations de Maxwell, mais derrière, vous pouvez imaginer que vous voulez résoudre des équations de Maxwell qui vont faire intervenir ces opérateurs de rotationnel, curl, de gradient et de divergence. Et le premier problème que vous avez ici, donc là, ici, vous voulez résoudre le problème aux valeurs propres avec cet opérateur qui est essentiellement un Laplacien vectoriel. D'accord ? Pour résoudre un Laplacien, on prend d'habitude des éléments finis continus. Pour résoudre un Laplacien vectoriel, c'est assez naturel de vouloir prendre des éléments finis continus à valeur vectorielle. Pourquoi le 0, le 0 est égal 0? Merci. Alors, le 0 ici, c'est pour indiquer sur quel espace cet opérateur est défini. Donc ici, quand je mets un 0, ça veut dire que cet opérateur-là s'applique à des fonctions qui sont homogènes au bord, et celui-là, non. Et c'est essentiellement pour les distinguer. Donc ça, c'est un opérateur curl tout à fait normal, mais on l'écrit dans une suite qui va être une suite de 2 rames, où les espaces sont supposés avoir des conditions homogènes. Donc c'est pour préciser un peu le domaine de l'opérateur. Et c'est notamment important quand vous avez deux opérateurs curl, parce qu'ils ne jouent pas le même rôle. Il y en a un qui est dual de l'autre. Et du coup, pour suivre lequel est lequel, je mets un petit 0. Il n'y en aura plus après dans la suite. Mais ici, j'ai mis un petit 0 pour qu'on se souvienne que cet opérateur-là s'applique à des fonctions sans condition homogène au bord, et celui-là s'applique à des fonctions avec condition homogène au bord. Et donc là est le dual de l'autre, l'adjoint de l'autre. Et donc ici, si vous résolvez le problème aux valeurs propres avec des éléments finis continus, donc là c'est degré 1, degré 3, on voit pas très bien, mais les valeurs sont complètement fausses, même en raffinant beaucoup le maillage. Et avec des éléments finis qui préservent cette structure de 2 rames, la première valeur propre est nulle, parce qu'il y a un élément dans le noyau, et la deuxième valeur propre est correcte très vite. D'accord ? Vous ratez l'élément du noyau avec des éléments finis continus, et la deuxième valeur propre est complètement fausse aussi. D'accord ? En degré 3, c'est pareil. Et ici, voilà, ici, vous avez une très bonne approximation. Et ça, c'est lié au fait que les éléments finis préservant la structure de 2 rames préservent aussi le noyau des opérateurs de type curl-curl moins gratuit. D'accord ? Et leur noyau, la dimension de leur noyau, cet opérateur-là, en fait, donc il a un noyau qui est non vide et non trivial, et la dimension du noyau, le nombre de fonctions indépendantes que vous avez dans le noyau, c'est une propriété topologique du domaine, c'est lié au nombre de cavités, ça va dépendre de différents paramètres, des conditions de bord, etc. Mais c'est lié au nombre de cavités, de trous, que vous avez dans votre domaine. Donc c'est une propriété topologique du domaine, et cet invariant topologique est préservé au niveau discret
par des éléments finis qui vont préserver cette structure que je vais présenter. Donc ça, c'est une motivation importante pour utiliser ce genre d'éléments. Une autre motivation, c'est que vous n'avez pas besoin que les solutions soient H1 pour les approcher correctement. Et quand vous résolvez des équations de Maxwell avec des camps entrants, les solutions ne sont pas H1. Et donc, pour les approcher correctement, il ne faut pas utiliser des éléments finis contigus. C'est deux phénomènes complètement différents parce que oui. Dans le premier cas, elles pourraient quand même être approchées par l'espace d'éléments finis, ces fonctions. C'est juste qu'il y a un problème ensuite au niveau de la méthode des éléments finis. Tout à fait, tout à fait. Oui, exactement. En fait, ici, vous mettez si vous faites ça avec des éléments finis continus, vous avez une contrainte sur les solutions qui vous fait rater la solution non triviale. Vous ratez l'élément du noyau, alors que vous avez un noyau discret qui a la bonne structure et la bonne dimension. Je vais en dire un mot tout à l'heure. Je vais donner un petit exemple pour montrer pourquoi ça marche. Donc, voilà la suite de 2 rames. Ici, j'en ai mis 2. Hein. Il y a une suite de 2 rames en haut et une suite de 2 rames en bas. La suite de 2 rames, c'est cette suite d'espaces. Vous pouvez avoir des espaces de fonctions C infinies ou des espaces avec moins de régularité. Ce qui est important, c'est que vous avez ces opérateurs différentiels, le gradient, le rotationnel, la divergence. Ça, c'est en 3 dimensions. Quand vous prenez des fonctions du premier espace, vous prenez leur gradient, vous arrivez dans le deuxième espace. Quand vous prenez le curl, le rotationnel, vous arrivez dans le 3e espace. Et la divergence, vous arrivez dans le dernier espace. Et la propriété de base de ces suites, c'est que quand vous appliquez 2 opérateurs à la suite, vous avez 0. D'accord ? Le rotationnel d'un gradient, c'est toujours 0. La divergence d'un rotationnel, c'est toujours 0. Et donc, vous avez une inclusion des images et des noyaux qui jouent un rôle très important ensuite dans tout ce qu'on appelle les décompositions de Helmholtz. D'accord ? Les décompositions de Helmholtz, c'est vous avez des champs vectoriels, des champs à valeur vectorielle, et vous voulez pouvoir les écrire comme la somme essentiellement d'un gradient et d'un rotationnel, ou la somme d'une fonction à divergence nulle et d'une fonction à rotationnel nul, parce que physiquement, ça correspond à des objets qui sont très différents. Et c'est important de pouvoir faire ça. Ça, c'est la description générale. Après, il y a beaucoup de conditions techniques liées. Et donc, vous avez ces conditions, ces décompositions de Helmholtz, des champs vectoriels au niveau continu, que vous pouvez étudier. Ce qui vous intéresse, c'est d'avoir des méthodes d'éléments finis. D'accord ? Donc, la deuxième suite ici, c'est une suite avec des espaces discrets qui vont approcher les espaces qui sont au-dessus et qui vont être dans la même suite. C'est-à-dire que ici, vous avez des éléments finis sur lesquels vous pouvez appliquer le gradient, donc essentiellement des éléments finis qui vont être continus, scalaires. Le deuxième espace, ça sera des éléments finis qui ne sont pas nécessairement continus et en général pas continus, pour la raison que j'ai dit. Mais vous pouvez quand même prendre le rotationnel et avoir des fonctions. D'accord ? Donc, il ne faut pas qu'elles soient non plus complètement discontinues. Vous avez une condition ici d'interface entre, vous avez des triangles, par exemple, de dimensions, ou des tétraèdres. Pour pouvoir prendre le rotationnel d'un champ et avoir une fonction, qui soit dans L2, sans masse de Dirac, il faut que, entre 2 faces, les composantes tangentielles soient continues. Vous avez des conditions partielles de continuité entre 2 faces, et qui sont importantes dans la construction des espaces d'éléments finis. Pareil, ici, il faut que les flux entre 2 faces soient continus. Vous prenez des éléments pour prendre leur divergence forte, et avoir des fonctions de L2. Il faut que les champs ici, vous n'avez pas besoin d'avoir des champs continus, mais il faut que la composante normale à une face soit continue de part et d'autre d'une face. La même composante normale de part et d'autre d'une face. Donc, vous avez quelques contraintes comme ça de régularité sur les espaces d'éléments finis. Et vous voulez qu'à nouveau, il soit ensuite, donc le gradient de cette fonction-là soit ici, le rotationnel soit dans l'autre espace, etc. Et après, la question se pose de savoir est-ce que les noyaux sont aussi inclus, parce que c'est le rotationnel fort. Donc, le rotationnel fort d'un gradient sera toujours 0. Et après, il y a ces questions de décomposition de Helmholtz. Est-ce qu'on peut aussi les avoir au niveau discret ou non ? Ces espaces-là ont été étudiés par beaucoup d'auteurs au cours des dernières décennies, d'accord ? Donc là, j'ai mis ici quelques noms. Leur lien avec les équations de Maxwell a été énormément étudié, notamment par Alain Mossavit, Ralph Meyer. Enfin, on pourrait mettre une cinquantaine de noms de personnes qui ont fait des travaux importants là-dessus. Ici, je vais mettre un peu dans le cadre de l'analyse qu'on appelle de éléments finis par calcul extérieur par élément fini. Donc on appelle FIC, qui a été présenté dans une série d'articles par Arnold, Falk et Winter, et qui a l'avantage, d'une part, de proposer une analyse unifiée de beaucoup de bonnes propriétés de ces méthodes. Et dans le cadre de cet exposé, c'est très important parce que cette analyse-là fait jouer un rôle central à ces projecteurs ici, dont j'ai rien dit, et qui doivent commuter avec les opérateurs différentiels. Commuter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous prenez un champ continu, d'accord, une fonction continue qui vit dans un espace de dimension infinie, vous prenez son gradient et vous l'approchez avec cet opérateur pi1, et bien vous devez
trouver exactement le même champ d'éléments finis que vous aviez d'abord projeté votre potentiel avec le premier projecteur et pris ensuite son gradient. D'accord? Dans les deux cas, vous savez que vous arrivez ici, mais vous voulez trouver la même fonction. Et le fait de pouvoir trouver la même fonction avec ces projecteurs a un nombre surprenant de conséquences. Et si en plus ces projecteurs sont stables dans L2, vous avez tout un tas d'estimations a priori et de stabilité au niveau discret. Donc, je vais donner quelques exemples. Là, j'en ai listé quelques-uns. Sur le transparent d'après, j'ai quelques exemples un peu plus précis. Vous avez par exemple des inégalités de points carrés Friedrich discrètes. Donc, c'est quoi cette œuvre? Alors, ici, l'opérateur DL, c'est l'opérateur différentiel un peu générique qui apparaît dans la suite. Si je reviens en arrière, D0, c'est l'opérateur qui s'applique ici au niveau V0. D'accord? Donc, ça sera le gradient. D1, c'est le rotationnel. D2, c'est la divergence. Donc, si vous prenez le premier pour D0, cette inégalité, c'est juste une inégalité de points carrés. Et vous voulez contrôler la norme L2 d'une fonction par la norme L2 de son gradient. D'accord? Et en gros, ce que vous dit cette théorie, c'est que si c'est vrai au niveau continu, si vous êtes dans un domaine, vous avez une inégalité de points carrés, d'accord, alors ça sera vrai au niveau discret avec une condition, une constante ici, qui ne dépend que de la norme des opérateurs commutants. D'accord? Ces opérateurs, ces projections commutantes sont une norme d'opérateurs, alors soit dans L2, soit dans H1, enfin, dans différents espaces. Ici, H1 suffit pour avoir cette stabilité uniforme pour l'inégalité de points carrés. Et pour certains résultats, vous avez besoin d'une stabilité dans L. Je vais revenir là-dessus, évidemment. Évidemment, vous avez une petite contrainte sur les fonctions. Si vous prenez une fonction qui est dans le noyau de l'opérateur différentiel, ce truc-là ne sera jamais vrai. Il faut le prendre dans l'orthogonale du noyau au niveau discret. Donc ça, c'est naturel. L'espace ici est tout à fait naturel. Et puis, vous avez les mêmes inégalités pour le rotationnel et la divergence. À partir du moment où l'inégalité est vraie, le contrôle de la norme L2 est vrai au niveau continu, elle sera vraie pour vos espaces d'éléments finis. Et ça, vous pouvez aussi voir cette inégalité-là comme le fait que vous pouvez extraire des potentiels. Okay? Si vous avez par exemple ici une fonction, vous connaissez son rotationnel, d'accord? Vous avez une fonction, vous connaissez son rotationnel, vous pouvez extraire son potentiel vecteur, d'accord? Et la norme du potentiel vecteur, V, sera contrôlée par la norme du rotationnel. Donc l'extraction d'un potentiel sera stable au niveau discret. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ça. Ce truc-là, ça vous donne aussi des conditions subdiscrètes avec ce genre de forme binaire. D'accord? C'est juste une application directe de ça. Vous prenez juste le W qui est égal à DL de V, et cette inégalité vous donne ici la condition H discrète. Vous pouvez étudier a priori le caractère bien posé, la stabilité, et avoir des estimations d'erreur, essentiellement optimales, il y a quelques conditions, sur des problèmes mixtes. Donc là, en gros, ici, j'ai réécrit, si vous voulez, le problème du Laplacien vectoriel en formulation mixte. Okay? Mais c'est le même problème que tout à l'heure. Donc, vous résolvez quelque chose, vous connaissez son curl, vous connaissez sa divergence, et vous lui résolvez le problème. Et vous avez aussi, très important, des estimations de convergence spectrale, c'est-à-dire de convergence a priori, pour le problème aux valeurs propres associées au Laplacien discret, d'accord, à cet opérateur curl moins gradive, qui est caché là-dedans avec des notations générales. Et pour avoir la convergence a priori du problème aux valeurs propres, pour un maillage donné, pour un espace d'éléments finis donné, etc., une condition suffisante qui a l'air dans beaucoup de cas presque nécessaire, c'est d'avoir ces projecteurs commutants stables dans L2. Et là, la stabilité dans L2 est vraiment importante pour avoir de la convergence du problème aux valeurs propres. D'accord? Donc ça veut dire que toutes les valeurs propres discrètes convergent vers les valeurs propres exactes. Vous n'avez pas des valeurs propres discrètes qui ont l'air de converger vers quelque chose, mais en fait qui convergent vers rien, qu'on appelle des valeurs propres parasites. Et les espaces propres sont aussi bien approchés. Vous avez vraiment des résultats très complets de convergence du problème aux valeurs propres, essentiellement sous l'hypothèse que, vous avez des hypothèses de compacité quand même, mais au niveau de la discrétisation, l'hypothèse principale, c'est l'existence de ces projecteurs commutants stables dans L2 sur vos espaces d'éléments finis. Et ça vous donne toutes ces propriétés de stabilité pour les opérateurs discrets qui vont exister au niveau des espaces. Et j'aurai une autre motivation dont je dirai un mot tout à l'heure. Donc ça, c'est la deuxième partie. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, dans la deuxième partie, maintenant, je vais vous présenter, en fait, comment est-ce qu'on peut construire quelques opérateurs de projection qui vont commuter avec les opérateurs différentiels. Le premier que je vais présenter, il est complètement géométrique, et sa nature géométrique fait, essentiellement via les théorèmes de Stokes, que vous aurez naturellement les propriétés de commutation. Mais il ne sera pas stable dans L2. Et après, je vais vous expliquer un petit peu ce que certaines personnes ont fait pour rendre ces opérateurs stables dans L2. Donc, voilà un premier exemple. Je me mets en 2D pour simplifier. Ici, vous avez, donc, en 2 dimensions, vous avez 3 espaces. Donc là, vous pouvez prendre un premier espace. Vous prenez le rotationnel
le gradient des fonctions là-dedans, vous arrivez là-dedans. Si vous prenez le rotationnel, vous arrivez là-dedans et vous êtes scalaire, vous êtes en 2D. Et là, ce que je représente ici, c'est des degrés de liberté. Donc là-dessus, vous pouvez caractériser cet espace avec des degrés de liberté ponctuels. Ici, des degrés de liberté d'arrêt. Donc vous avez deux composantes. La première composante, elle va être caractérisée par des degrés de liberté des circulations sur des arêtes horizontales. Deuxième composante sur des verticales. Et ici, les degrés de liberté, c'est essentiellement des intégrales sur des petites faces. De quel espace on parle? Eh ben, on peut considérer des espaces polynomiaux. D'accord, vous avez des polynômes sur cette maille, des splines. Il y a plusieurs exemples. Et vous pouvez penser à des polynômes ou des splines sur chaque grosse maille comme ça. Et là-dessus, on peut construire ce genre de projecteur. Donc là, j'ai listé les trois espaces. Un bon candidat pour un projecteur sur le premier espace, eh ben, si vous avez des fonctions de base qui sont associées à des sommets, vous pouvez prendre comme coefficient pour chaque fonction de base la valeur de la fonction au sommet. D'accord? Si vous définissez les degrés de liberté, en gros, par ces valeurs ponctuelles, vous avez un premier projecteur, ici, qui est une interpolation de la fonction sur les sommets. Sur le deuxième espace, vous faites la même chose, mais cette fois, vous prenez des fonctions de base qui sont associées à ces degrés de liberté, donc qui font les circulations, sur des arêtes horizontales ou verticales. Et le troisième espace, comme j'avais dit, des flux sur les phases, en deux dimensions, c'est juste l'intégrale de la fonction sur la face. Donc vous avez ces degrés de liberté, et à partir de ces degrés de liberté, vous définissez ces opérateurs de projection. Pourquoi est-ce que ces trucs-là vont commuter? C'est des projections parce que les bases sont en dualité avec ces degrés de liberté. Pourquoi est-ce que ces trucs-là commutent avec les opérateurs différentiels? Vous pouvez regarder le premier. Si je regarde, donc je voudrais que, si je reviens ici sur la suite, d'accord, je voudrais vérifier que quand je prends le gradient et que je projette, j'ai la même chose que si je projette et qu'ensuite je prends le gradient. Donc dans les deux cas, je suis juste dans cet espace-là. Donc, pour vérifier que les deux sont égaux, je regarde les degrés de liberté de ma fonction là-dedans. Donc, si je regarde les degrés de liberté de ma fonction là-dedans, eh ben, je vais commencer par je regarde les degrés de liberté d'un gradient. Okay, donc, si je regarde les degrés de liberté d'un gradient, là, je suis un peu dans le cas où je prends le gradient et qu'après je projette. Prenez les degrés de liberté du gradient, c'est les circulations du gradient, mais une circulation d'un gradient sur une arête, c'est la différence entre les valeurs ponctuelles. Et donc, c'est la différence entre les degrés de liberté du premier espace. Et en fait, à partir du moment où vous avez une relation linéaire entre les degrés de liberté d'un gradient et les précédents degrés de liberté de la fonction, c'est gagné parce qu'ensuite, par les propriétés, comme les projecteurs interpolent les degrés de liberté, vous pouvez faire la même opération sur l'autre fonction et vous allez trouver la même chose. D'accord? Ce que j'ai écrit ici, là, quand vous projetez, donc pour ça, c'est ce que j'ai écrit. Et ensuite, celui-là, c'est les degrés de liberté, donc c'est la projection c'est le gradient de celui-là. Enfin, bref, le principe de base, c'est d'avoir cette relation linéaire entre les degrés de liberté. Les coefficients ici que vous avez devant les degrés de liberté importent peu parce que ce sera les mêmes pour les deux opérations. Vous aurez les mêmes relations linéaires entre les degrés de liberté. Donc vous voyez que c'est essentiellement une intégration par partie, d'accord? C'est les relations de Stokes. Pour le rotationnel, vous aurez la même chose. Pour la divergente, vous aurez la même chose. Vous aurez des relations entre un degré de liberté, donc la circulation d'un rotationnel, par exemple, et le flux du rotationnel et la circulation du champ de vecteur sur le bord de votre face. Donc, à chaque fois, vous aurez des relations géométriques entre les degrés de liberté, et ça va vous donner naturellement la commutation des opérateurs, de ces opérateurs de projection. Et vous voyez qu'ici, l'argument est indépendant de l'espace d'éléments finis. À partir du moment où vous définissez vos degrés de liberté comme ça, vous aurez des projecteurs qui vont commuter, quels que soient les espaces d'éléments finis que vous avez choisis derrière. Il faut juste qu'ils soient en unisolvance avec les degrés de liberté. Mais par contre, ce genre d'opérateur de projection ne peut pas être stable dans L2, notamment si vous prenez des interpolations. Vous pouvez avoir des fonctions de norme L2 égale à 1, avec une valeur ponctuelle qui est infinie. Et même si le gradient, même si la fonction est dans H1, ponctuellement, sa valeur peut être indéfinie ou infinie en un point. Donc ces trucs-là ne sont pas stables dans L2, ni même dans H1. Il y a d'autres constructions d'interpolation sur des espaces d'éléments finis qui commutent avec la suite de Doran, notamment les degrés de liberté de type intégraux de Nedelec, mais qui ne sont pas stables dans L2 non plus. Ils sont plus stables que ceux-là, mais ils ne sont pas stables dans L2. Alors là, j'avais un petit transparent pour montrer comment est-ce que... Je peux en dire deux mots. Ici, c'était pour montrer comment, avec ce genre de projecteur, déjà, si vous avez ce genre de projecteur géométrique avec des interpolations, vous pouvez déjà étudier ce noyau de l'opérateur vectoriel laplacien. D'accord. Alors, je peux peut-être faire quoi? J'en dis un mot rapide. J'en dis un mot rapide. Au niveau continu, donc on appelle champ harmonique. Donc le H c'est pour harmonique, le T c'est pour conditions tangentielles. Ça dépend des conditions tangentielles, des conditions de bord que vous mettez. Là, je me place en deux dimensions. C'est un peu plus simple en deux dimensions. Donc vous prenez une fonction qui est dans ce noyau. Donc en fait, son écriture, sa caractérisation, c'est que
son rotationnel et sa divergence sont nuls. Et sur le bord du domaine, vous êtes, d'accord, la composante tangentielle est nulle. Vous avez un champ de vecteurs qui a une composante tangentielle nulle sur le bord du domaine. Et vous pouvez vérifier que c'est équivalent à être le gradient de quelqu'un qui est constant sur chaque composante connexe de votre bord, de votre arête. Et puis, une fois que vous êtes le gradient de phi, comme vous êtes à divergence nulle, phi vérifie l'équation de Laplace. D'accord? Donc, vous êtes le gradient d'une fonction harmonique qui a une valeur constante sur les arêtes. Et vous savez que ce truc-là est bien posé. Et vous pouvez choisir les constantes que vous voulez, sauf celle qui est à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, vous mettez 0. Et ensuite, c'est le nombre en gros de trous qui va vous donner la dimension de ce noyau. Au niveau discret, vos opérateurs naturels dans votre suite, c'est un rotationnel et une divergence faible. D'accord? Ça, c'est une divergence faible sans des éléments finis. Et vous avez aussi cette condition au bord que vous pouvez imposer de façon forte sur le premier espace. Donc, au niveau discret, le noyau de l'opérateur correspondant, c'est des fonctions qui sont comme ça, qui sont aussi fortement à rotationnel nul, fortement homogènes, d'accord, conditions tangentielles homogènes au bord. Donc, c'est aussi des gradients. Vous êtes aussi le gradient de quelqu'un. Mais la propriété importante, c'est d'être capable de dire que vous êtes le gradient de quelqu'un du premier espace. D'accord? Ce que vous ne savez pas a priori, parce qu'a priori, si vous êtes juste à rotationnel nul et à composante tangentielle nulle au bord, vous êtes le gradient de quelqu'un. Et ce quelqu'un sera constant sur le bord, mais son Laplacien, vous ne savez pas ce que c'est. Tout ce que vous savez, c'est que son Laplacien discret sera nul. Ça, c'est pas un problème. Mais surtout, vous ne savez pas que le phi en question est discret. Si vous avez des opérateurs de projection commutante, vous pouvez appliquer l'opérateur de projection commutante sur votre champ vectoriel. UH, vous savez que c'est le gradient de quelqu'un. Et ici, vous avez donc pi appliqué au gradient de quelqu'un. Et si cet opérateur a un bon goût de commuter avec le gradient, alors ce phi devient le gradient d'un phi h, où phi h, c'est juste la projection du phi. Donc ici, je n'utilise pas du tout de stabilité L2. Les champs vont être assez réguliers. Ça devrait marcher avec les interpolations. Et vous voyez déjà ici que la simple propriété de commutation avec le gradient va vous permettre de compter le nombre de zéros au niveau discret de cet opérateur de Laplacien vectoriel discret que vous écrivez naturellement avec vos espaces d'éléments finis. Donc, vous pouvez voir ça comme une motivation supplémentaire pour être capable d'exhiber ce genre d'opérateur commutant, projecteur commutant. C'est une propriété importante. Alors, comment faire pour rendre ces projecteurs stables dans L2 tout en restant commutants? Une approche qui a été proposée par Joachim Schoberl en 2005, c'est de rajouter des moyennes locales à ces interpolations. Donc, sur le premier espace, vous définissez le projecteur d'une façon à peu près semblable, et simplement les coefficients, c'est plus juste la valeur de phi au sommet, c'est une moyenne autour du sommet de la valeur de phi. D'accord? Pareil, vous faites la même chose ici de façon compatible, c'est-à-dire que ici, le degré de liberté dans l'espace H-curve, dans l'espace vectoriel, ça sera plus la circulation simplement de votre champ de vecteurs entre deux sommets, mais c'est une moyenne, vous faites bouger un peu les sommets, et c'est une moyenne entre plein de circulations différentes autour des sommets. D'accord? Et ça sera les mêmes fonctions de poids pour les moyennes entre les sommets et les circulations, et vous faites pareil pour les degrés de liberté suivants. Si vous faites ça, vous allez être stable dans L2, d'accord? Parce que vous faites des moyennes. Donc, si vous faites les choses correctement, proprement avec vos moyennes locales, vous aurez de la stabilité dans L2. C'est ce que j'écris ici. Un peu de stabilité sur les différentes choses, mais enfin, OK. Mais vous avez de la stabilité par le fait que vous avez fait des moyennes proprement. Et la propriété de commutation, elle fonctionne parce que pour chaque valeur spécifique des paramètres de moyennisation, vous avez les relations géométriques qui s'appliquent. D'accord? Donc vous regardez en gros à l'intérieur de la moyenne, vous avez une propriété géométrique entre les arêtes et les sommets. Donc vous avez votre égalité pour chaque, donc votre relation linéaire entre les degrés de liberté C1, donc les degrés de liberté d'arête d'un gradient, et les degrés de liberté 0 de la fonction, pour chaque valeur du paramètre de moyennisation. Et puis ensuite, vous faites la moyenne. Vous avez la En passant, peut-être cette histoire de commutations des collecteurs de Schoner, là, c'est relié à l'interpolation de Clément. Alors, pas directement. Non. Où les valeurs ponctuelles, c'est dans la forme des algorithmes, les valeurs ponctuelles, tu les remplaces par des sortes de petites moyennes. C'est une forme de l'interpolation. Ça ressemble au sens où le premier, oui. on fait une projection stable L2 avant d'interpoler. Mais ici, la moyenne est dans l'évaluation de la valeur ponctuelle.
Donc, il y a un... J'entends ça. Mais c'est relié au sens où on stabilise avec une projection. Mais c'est ce que tu fais après, c'est pas des projections. Voilà. Voilà. Effectivement, donc ce truc-là est super parce que c'est ça dans L2 ça commute. Petit souci, c'est pas une projection. C'est pas une projection. Pas de problème. Avec un peu d'analyse, Schober montre que c'est très proche d'une projection. D'accord? Vous êtes proche de l'identité. Et vous pouvez le corriger, en fait. Donc, le petit pi0, c'est cet opérateur géométrique moyenné. Et en fait, pour obtenir une projection, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'élément de l'espace discret qui a la même quasi-interpolation. Donc, vous partez d'une fonction phi quelconque. Vous pouvez définir sa quasi-interpolation. Et comme ce truc-là est proche de l'identité quand vous êtes dans l'espace, vous n'êtes pas l'identité, mais vous êtes proche de l'identité, eh ben, vous pouvez prendre l'unique champ discret, l'unique fonction discrète qui a la même quasi-interpolation. Vous inverser ce truc-là localement là, sur l'espace. Et cette opération-là est une projection. Elle commute avec les degrés de liberté et elle est stable dans L2. Donc c'est très joli. Par contre, vous perdez la localité. Tout était local et là vous perdez la localité quand vous faites ça. Donc voilà. Et puis après l'analyse n'est pas forcément toujours évidente, mais vous vérifiez, vous préservez les bonnes propriétés. Très bien. Ce genre d'opérateur a été généralisé par plusieurs personnes, là j'ai mis quelques noms, à des espaces d'éléments finis simpliciaux de degrés quelconques, en dimension quelconque, avec tout un tas de constructions systématiques d'éléments finis qui font des fuites de 2 rames, d'accord, avec le même genre d'idée, en faisant ces moyennisations locales. Après, il y a la condition de comment traiter des conditions au bord. Il faut faire les moyennes de façon à bien traiter les conditions au bord. Je crois que ça marche dans des espaces à conditions homogènes. Et ensuite, il y a des gens qui ont localisé ces opérateurs, notamment Arnold Guzman, Arnold et Guzman qui ont étendu certaines constructions de plus en plus techniques à des projecteurs commutants stables dans L2 et locaux. Je ne vais pas essayer de vous expliquer comment ça marche en détail, mais, par contre, je vais vous présenter maintenant une autre approche pour construire des projecteurs commutants qui, quelque part, est beaucoup plus simple parce que c'est une approche essentiellement 1D. Et l'idée, c'est de travailler sur des espaces. En fait, vous pouvez appliquer cette approche-là quand vous travaillez sur des espaces qui ont une structure de produit tensoriel. Si vous êtes sur un maillage cartésien et les espaces ont une structure de produit tensoriel, vous pouvez construire des opérateurs de projection commutants qui vont être stables dans L2, locaux, en prenant essentiellement des compositions ou en travaillant en 1D. Et ces trucs-là vont marcher. Ils vont marcher pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'en dimension 1, c'est très facile de faire un projecteur commutant. Vous voulez, pour la même, parce que c'est une intégration par partie, d'accord? Donc, vous voulez, en fait, si vous voulez, vous pouvez partir de n'importe quoi sur le premier espace. Si vous êtes en 1D, vous projetez n'importe comment sur le premier espace avec n'importe quoi. Vous pouvez toujours trouver un projecteur sur le deuxième espace qui va commuter avec la dérivée. Comment vous faites? Vous prenez votre fonction, vous l'intégrez, vous la projetez, et après vous la dérivez. Et par construction, ce truc-là va commuter avec la dérivée. Quand vous êtes en plus grande dimension, ça ne marche pas. Mais si vous avez une structure de produit cartésien, donc, si vous avez des espaces d'éléments finis qui sont ici j'ai mis des splines, des espaces de spline en produit tensoriel, vous pouvez essayer de faire ça dimension par dimension en croisant les doigts pour que les bonnes propriétés dans une dimension ne soient pas polluées par les opérateurs des autres dimensions. D'accord? Et donc essentiellement, des propriétés importantes, c'est que quand vous avez quelque chose qui est... Parce que dans ces histoires, il y a des constantes d'intégration qui se baladent. D'accord? Vous prenez la dérivée, il y a une constante d'intégration, c'est pas grave, la dérivée va tuer la constante d'intégration. Quand vous travaillez sur plusieurs dimensions, il faut que les constantes d'intégration dans un sens soient bien tuées par la dérivée dans ce sens-là et pas polluées par les opérateurs des autres dimensions. Donc, si vous êtes sur une structure de produit tensoriel plus cartésien, aucun souci. Et les opérateurs ont cette tête-là. Là, j'écris de façon assez générique un opérateur de projection sur le premier espace avec des degrés de liberté que j'écris juste en faisant intervenir une fonction duale sympathique, d'accord, qui va me donner des degrés de liberté. Comme c'est des degrés de liberté que vous calculez par intégration, ça c'est des produits scalaires L2. Ce truc-là va être local, il va avoir certaines propriétés de normalisation dans une bonne norme. Avec ça, vous aurez finalement une petite moyenne de phi qui va ressembler à sa loi ponctuelle et qui sera intégrée. Donc, le premier projecteur ici, il sera local, il sera stable, il sera sympa. Vous construisez le deuxième projecteur de la façon suivante. Vous avez une fonction à 2 composantes, vous êtes en dimension 2, vous avez un champ de vecteur à 2 composantes. Ce champ de vecteur à 2 composantes, pour le projeter, vous décomposez.
D'accord? Quand d est égal à 1 et d est égal à 2, vous avez deux termes différents. Et chaque terme, c'est quoi? C'est la dérivée, donc le gradient dans la bonne direction, l'opérateur π0, qui était ici, et cet opérateur grand phi. Ce grand phi, c'est un opérateur d'intégration. D'accord? Vous calculez un potentiel qui va intégrer votre champ, et vous faites ça composante par composante. D'accord? Donc pour la première composante, vous prenez U1, première composante de votre champ, vous l'intégrez dans la direction X1, et ça va vous donner, avec une certaine constante d'intégration, une première primitive par rapport à X1 et une deuxième primitive par rapport à X2. Pour la deuxième composante, vous projetez avec ce machin-là, et après vous prenez la dérivée dans la direction, et ce machin-là, si vous prenez des fonctions ici duales qui ont aussi une structure de produit tensoriel, ça aura le bon goût de préserver ces invariances. Et donc en gros, pour le dire rapidement, la dérivée dans la direction 1, et en fait je l'ai écrit même après. Exactement. Pour garder la propriété de commutation, vous prenez la projection gradient, d'accord? Vous voulez vérifier la propriété de commutation. Donc vous prenez la projection d'un gradient. Par construction, la projection du c'est ça. D'accord? C'est là. La dérivée, ça c'est juste, j'applique la définition de ce que c'est que ma projection. Pour la première composante, je prends la première composante par simplicité. Donc vous regardez la dérivée dans la direction 1, de la projection sur l'espace de départ, de la primitive dans la direction 1, de votre gradient. D'accord? La primitive dans la direction 1 de votre gradient, c'est ça. Vous avez une constante d'intégration. Et cette constante d'intégration, elle va être tuée par le D1 parce que l'invariance par rapport à X1 est préservée par l'opérateur de projection dans le premier espace. OK? Juste une question un peu générale. Ces projecteurs, est-ce qu'ils vont à quel moment utiliser dans la méthode numérique elle-même ou ils sont là juste pour trouver des choses sur a priori, la convergence de la méthode numérique? Alors, c'est une très bonne question. A priori, ceux-là, ils sont uniquement utilisés pour l'analyse de stabilité des opérateurs et pas, vous en avez rarement besoin dans les méthodes elles-mêmes. En fait, quand est-ce qu'on a besoin de projecteurs dans des méthodes vraiment, dans des méthodes de calcul? C'est quand vous couplez avec des sources, par exemple, et que vos sources ne sont pas dans l'espace d'éléments finis. Donc, typiquement, on travaille beaucoup sur des méthodes particulières pour résoudre Vlasov-Maxwell à l'Institut de physique des plasmas. Vous avez des particules qui se baladent. Vous avez un solveur élément fini pour Maxwell. Le courant qui va être porté par ces particules, il va bien falloir l'approcher dans l'espace d'éléments finis. Si vous l'approchez avec des projections commutantes, vous allez préserver au niveau discret la structure hamiltonienne des équations, ce qui est plutôt pas mal. Mais pour ça, vous n'avez pas du tout besoin que les projecteurs commutants soient stables dans L2. D'accord? Si vous voulez régulariser un peu les particules, en fait, vous n'avez même pas besoin de faire des projecteurs. Mais du coup, si vous régularisez un peu les particules, vous pouvez interpoler. Et si vous faites ça avec une interpolation géométrique, comme ça, qui commute, vous aurez une structure hamiltonienne discrète. Il n'y a pas besoin que ça soit stable dans L2. Donc, toutes ces constructions, parfois extrêmement techniques et tout, heureusement, dans tous les cas que je connais, il n'y a jamais besoin de les programmer. Après, d'avoir de la stabilité L2 au niveau discret, ça peut être sympa aussi. Mais bon. Okay, donc la commutation fonctionne parce que ça marche en 1D et que le produit tensoriel préserve ses invariances directionnelles. Et la stabilité L2, ça vient de ce que j'ai dit, c'est essentiellement que π0 est stable dans L2. Et ensuite, bon, vous avez un gradient, vous avez une intégrale, d'accord? Donc le gradient, vous aurez une estimation inverse. L'intégrale, ça vous fait gagner un facteur H si vous pouvez localiser. Donc si vous pouvez localiser l'évaluation de l'intégrale, vous gagnez un facteur H dans les estimations et vous allez avoir de la stabilité L2. Vous perdez un facteur H avec le gradient, vous en regagnez un avec la primitive. Il faut pouvoir localiser, et à nouveau, on peut localiser parce qu'il y a des constantes d'intégration, mais vous les tuez avec la dérive. C'est la même idée, c'est très bien. Et alors, pourquoi il fallait un nouvel opérateur? Il fallait une nouvelle construction, et les choses que je présente là, ça marche très bien dans les cadres que j'ai indiqués, mais dans certains cadres, ces constructions-là ne marchent pas. Et le cadre typique dans lequel ça ne marche pas, c'est celui-là. Donc, là, j'ai essayé de représenter quelque chose qui ressemble à un espace, un domaine multipage. Donc, en fait, c'est juste que vous avez une décomposition de votre domaine en patchs qui sont des déformations régulières de carrés. Donc, vous avez un carré de référence, un élément de référence. Sur ce truc-là, vous allez avoir un espace d'éléments finis en produit tensoriel, ou toute une suite. Vous allez construire toute une suite d'espaces d'éléments finis en produit tensoriel. Donc, vous avez une espèce de suite de rames, l'espace de spleen, là, que vous pouvez construire. Et ensuite, avec les opérateurs de push-forward qui viennent de la géométrie différentielle,
vous allez définir sur chaque patch, sur chaque domaine ici, un espace d'éléments finis courbe, et chaque espace d'éléments finis aura son projecteur commutant, essentiellement parce que là-dessus, vous appliquez l'approche sensorielle que j'ai indiquée. Et ensuite, là, vous avez un mapping F1 qui vous amène ici, mais associé à ce difféomorphisme, vous avez des opérateurs de push-forward qui vous permettent de... Donc, ça correspond à ce qu'on appelle les transformations de Piola. Et ces opérateurs, c'est push-forward, donc c'est ces opérations de transformation, de tirer en avant, de pousser en avant les champs qui sont ici, là, sur les différents espaces de la suite. Ces opérateurs de push-forward ont le bon goût de commuter avec ces opérateurs différentiels et de préserver, et si vous avez les opérateurs réguliers ici, ça préserve la stabilité L2 des différents opérateurs, c'est-à-dire qui sont complètement locaux et réguliers. Donc si vous avez une suite de projecteurs commutants sur cet espace, en poussant les opérateurs ici, vous avez aussi une suite de projecteurs commutants là-dessus. Les propriétés de commutation sont complètement invariantes, changement de coordonnées régulières, ce qui est aussi une propriété très importante de ces méthodes, de ces schémas. D'accord ? C'est que c'est très stable. Si vous voulez utiliser par exemple, un jeu de coordonnées qui est aligné avec le champ magnétique très fort dans votre tokamak, ça sera possible et vous aurez toute la bonne stabilité que vous aviez là-dessus, vous l'aurez aussi là-bas. Le problème, c'est quand vous avez des mappings différents, d'accord, des jeux de coordonnées différents entre deux patchs, la structure de produit tensoriel est brisée à l'interface. Donc, ça ne marche plus. Et un autre problème, c'est quand vous avez des discrétisations différentes entre deux patchs. À nouveau, la structure de produit tensoriel est brisée à l'interface et donc vous ne pouvez pas appliquer cette approche par produit tensoriel. Une autre difficulté qui est liée à l'utilisation de splines, c'est que les splines sont moins locales que les polynômes. Et du coup, dans les constructions à la Schober, Arnold, Falkwinter, etc., il y a beaucoup de propriétés qui sont importantes de localisation par maille. Si vous travaillez avec des splines, vous délocalisez tout un peu. Et je pense que c'est pour ça que pour l'instant, personne n'a généralisé ces constructeurs, ces projecteurs de Schober là, à des espaces de spleen avec différents patchs. C'est parce que le défaut de localité complique beaucoup les choses et elles sont déjà assez... Donc voilà, et en fait, notre résultat, c'est qu'on a réussi à construire des opérateurs de projection commutants, stable L2, locaux. Pour ce genre d'espace, on a quelques conditions, et notamment une condition intéressante, c'est que tous les sommets intérieurs, donc par exemple celui-là aussi, donc là, ça n'a pas marché, doivent être partagés par 4 patchs exactement. D'accord? Donc, il faut quand même être partagé par 4 patchs exactement, sinon on ne sait pas faire, et si vous avez des idées, on peut en parler. Donc, OK. Et puis, il y a quelques mots. Alors, je vais pas faire une présentation technique de tous les détails, évidemment. Je vais essayer de vous expliquer, dans le cas le plus simple, pourquoi ça marche et la forme des constructeurs. Et le cas le plus simple, c'est quoi? C'est quand vous avez 2 patchs. Je ne vais pas prendre des mappings parce que ça ne rajoute aucune difficulté conceptuelle. Je vais juste prendre le cas où vous avez 2 patchs cartésiens qui n'ont pas la même résolution. D'accord? Quand vous avez un raffinement non conforme, donc vous avez un raffinement d'un côté, donc les 2 patchs sont cartésiens. Ils ont chacun un raffinement uniforme, mais ce n'est pas le même en haut et en bas. Un patch en bas, un patch en haut. Le patch en haut, je l'appelle oméga- parce qu'il est plus coarse, il est plus grossier que celui-là. Oméga+, c'est le patch fin. Okay. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut construire des projecteurs. Sur cet exemple-là, vous avez juste 2 patchs, et de toute façon, on est en 2 dimensions, parce que pour l'instant, on ne sait pas faire la 3 dimensions. Donc, je reviens juste à un transparent avant, pour expliquer déjà le premier projecteur. D'accord? La difficulté, c'est le deuxième projecteur. C'est le projecteur sur l'espace V1, l'espace qui est acheteur, avec les champs vectoriels. La difficulté principale est ici. Mais il faut d'abord que je dise comment on fait le premier projecteur. Donc, vous vous souvenez, l'approche par produit tensoriel, c'est prenez n'importe quoi sur le premier espace, et après le deuxième espace, vous prenez une primitive, vous revenez dans le premier espace, vous projetez, et après vous prenez un gradient. Ça va être le même principe ici. Et donc, qu'est-ce qu'on prend sur le premier espace? On prend un truc qui a cette tête-là. On prend un truc où, d'abord, vous projetez, le PW, ça veut dire patchwise. Donc, vous prenez un projecteur qui va travailler indépendamment dans chaque patch. Dans chaque patch, vous prenez un projecteur qui a le bon goût d'être stable, produit tensoriel, donc il a toutes les bonnes propriétés dans chaque patch. Simplement, si vous projetez indépendamment dans chaque patch, vous n'allez pas avoir une fonction continue à l'interface. D'accord? Or, l'espace dans lequel vous voulez projeter, c'est un espace qui est continu. Il doit être H1, l'espace d'éléments fini H1 il est continu. Et donc, il faut que la fonction soit continue à l'interface. Pas de problème. Vous rajoutez après un petit projecteur discret, ici donc le P. Le P, c'est un opérateur
qui agit sur des fonctions qui sont éléments finis par patch et qui les rend continues et qui a un projecteur. D'accord? Donc essentiellement, si vous avez des valeurs ponctuelles, vous prenez juste les valeurs ponctuelles à l'interface, vous faites la moyenne. Vous pouvez faire n'importe quelle moyenne. Okay? Et vous ferez un projecteur dans l'espace continu. Voilà. Et à partir de ça, comment vous pouvez construire le deuxième projecteur? Donc le deuxième projecteur, il a cette tête-là. Il est ici. Et vous voyez, il a deux morceaux. Le premier morceau, c'est quoi? Le premier morceau, c'est pour chaque patch, si vous travaillez à nouveau patch par patch, et pour chaque patch, vous prenez le projecteur produit tensoriel que j'ai décrit tout à l'heure, d'accord, qui est local, stable L2, commutant, d'accord, et qui ignore tout des autres patchs. D'accord? Donc, ce truc-là, c'est une approche produit tensoriel dans chaque patch qui va vous donner un opérateur commutant localement. Alors, évidemment, si vous faites ça, vous êtes L2 stable et vous commutez avec les opérateurs différentiels dans chaque patch. Mais, à nouveau, si vous projetez une fonction comme ça, cette fonction, elle n'aura aucune continuité à l'interface. Et c'est un problème parce que si vous voulez, dans l'espace d'éléments finis H-curve, il faut que les composantes tangentielles, ici, soient continues. Cet opérateur-là, c'est une projection, il ne vous envoie même pas dans le bon espace. Alors, vous pourriez faire la même chose, vous pourriez faire une moyennisation des degrés de liberté, mais si vous faites une moyennisation des degrés de liberté, ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher, parce que pour commuter avec le gradient, il faut corriger non seulement les composantes discontinues, qui font que vous n'êtes pas dans le bon espace, mais il faut aussi modifier les autres. Et les autres, elles ont le droit de vivre dans l'espace conforme. Donc, si vous prenez juste un projecteur, le projecteur n'aura pas le droit de toucher des composantes qui doivent être modifiées. Donc, ce n'est pas une bonne approche. Une bonne approche, c'est d'ajouter un terme qui est un terme de correction sur l'arrêt. Et ce terme-là, il a des valeurs de composantes, et vous voyez qu'il a la même forme que les termes qu'on avait de projection par produit tensoriel, c'est-à-dire que vous prenez votre fonction, vous appliquez ce grand phi qui est une primitive, un opérateur de primitive, vous projetez dans le premier espace patch par patch, et après, vous avez ce truc-là qui est la correction sur l'arête. Et qu'est-ce que c'est que ce P-I? C'est une projection sur l'espace conforme sur l'arête, et vous enlevez la valeur des fonctions sur l'arête. Vous enlevez les fonctions elles-mêmes sur l'arête. Donc ça, c'est un projecteur sur l'espace conforme sur l'arête, et ça, c'est un projecteur sur l'espace brisé sur l'arête. Donc vous avez ici une espèce d'erreur de conformité, et vous prenez le gradient pour revenir dans le bon espace. D'accord? Et tous les défauts de conformité se font dans le premier espace, qui est l'espace scalaire. Et ce truc-là fonctionne. Ce truc-là est local, stable dans L2. Vous pouvez préserver la stabilité L2, les propriétés de projection et de commutation. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué ici. C'est la projection sur l'espace brisé. Quand vous prenez une fonction d'en fait, j'ai même mis des couleurs. Quand vous prenez, ici, vous avez quatre fonctions de base. Les trois assurées, c'est les fonctions discontinues. D'accord? Ici, vous pouvez imaginez ici que vous avez censé. Bon, peu importe ce que c'est que les fonctions, c'est juste pour vous donner une idée. Ici, vous avez une fonction qui est sur l'espace fin, une autre fonction sur l'espace fin, une fonction sur l'espace grossier, mais elles ont des valeurs non nulles à l'arête, et donc elles sont toutes discontinues à l'arête. Et si vous les sommez ensemble, éventuellement avec une combinaison linéaire, vous avez la fonction qui est en rouge qui, elle, va être continue. D'accord? Et donc, vous avez ces différentes fonctions. Et que font ces projecteurs? En gros, le projecteur I, là, donc les deux projecteurs travaillent sur l'espace discontinu. Ce projecteur-là va prendre chaque fonction et va redonner la même fonction. C'est juste qu'il va mettre 0 ailleurs. Donc ça, c'est essentiellement une identité locale. Et ici, ce projecteur-là va faire cette moyenne pour récupérer une fonction continue. Et ensuite, ce qu'il faut définir, c'est ces opérateurs d'antidérivés. Ces opérateurs d'antidérivés, ils sont là, et il faut les définir avec des courbes d'intégration. Et je dirai un mot après sur les courbes d'intégration. En fait, juste ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer qu'on a les bonnes propriétés. D'accord? Voyons voir. Est-ce que... OK. Alors, donc on va faire une pause. Il y a combien de propriétés vérifiées? Voilà ça. Il y a combien de propriétés vérifiées? Vous voulez être un projecteur, vous voulez être commutant, et vous voulez être stable dans L2. La stabilité dans L2, je vous la donne. Je vous épargne la stabilité dans L2. Ça marche parce que tout est local, tout peut être localisé. Très bien. Ce que je vais vous montrer, c'est le fait que vous êtes un projecteur dans l'espace conforme. D'accord? Alors, un projecteur dans l'espace conforme, ça veut dire quand vous prenez une fonction, c'est ça, vous avez ce terme-là. En fait, vous projetez une fonction, vous voulez vérifier que sa composante tangentielle, ici sa composante x, est continue entre le bas et le haut. Okay? Et alors, qu'est-ce que vous avez dans votre projection? Vous avez à nouveau ces deux termes. Donc, le premier terme, je le réécris en développant l'antidérivé, la projection locale et la dérivée. Et le deuxième terme, il est écrit ici. En fait, ce que je regarde ici, si je prends la fonction et je prends sa composante, je prends son produit scalaire avec la tangente sur l'arête. Et donc, vous avez ici la contribution du premier terme, c'est le même terme ici avec le produit scalaire avec la tangente, et la contribution de la correction.
Bon, ici, vous avez tout. Et pourquoi est-ce que ce truc-là va être continu au passage des arêtes? Assez simplement parce que vous voyez, vous avez des termes qui se ressemblent beaucoup. Comme ce qui vous intéresse, c'est de regarder ce qui se passe sur l'arête. Ici, cet opérateur devient vraiment l'identité sur l'arête. Et en gros, cette identité-là va venir tuer ce terme-là. D'accord? Et il va vous rester quoi? Il va vous rester le gradient d'une fonction que vous avez projetée dans l'espace continu. Donc, il va vous rester le gradient d'une fonction continue qui aura le bon goût d'être continue à l'interface. OK? Et voilà, il faut juste vérifier que localement, les antidérivés que vous avez prises, donc l'antidérivé parallèle, vous avez deux antidérivés dans votre terme de correction, il faut vérifier que l'antidérivé parallèle se compense avec cet antidérivé. Donc, il y a des petits problèmes à nouveau d'intégration, de constante d'intégration. Vérifier que ce truc-là, ça se compense bien. D'accord? Mais ça se compense bien. Et le seul terme qui reste, c'est la dérivée d'une fonction continue. Le gradient d'une fonction continue. Et donc, vous êtes bien continu à l'interface. Donc, déjà, vous arrivez dans le bon espace continu à l'interface pour la composante tendancielle. Pourquoi est-ce que vous êtes une commutation? Vous êtes une commutation parce que quand vous appliquez un gradient, vos opérateurs d'antidérivés, en fait, ils se combinent avec les erreurs de projection ici. Et quand vous prenez la primitive d'un gradient, vous avez la fonction elle-même moins une constante d'intégration. Cette constante d'intégration, elle peut varier, elle peut ne pas varier, etc. Et dans tous les cas, ce qu'on montre, en construisant des courbes d'intégration correctement, dans tous les cas, ce qu'on montre, c'est que la constante d'intégration est soit tuée par la dérivée, soit tuée par l'erreur de conformité. En gros, si votre constante d'intégration est continue, elle sera tuée par l'erreur de projection. Et si votre constante d'intégration, elle n'est pas continue, mais elle est invariante par rapport à une certaine coordonnée, vous avez des propriétés de préservation d'invariance qui font que vous allez être tué par la dérivée ici. Et ensuite, vous regardez ce qui se passe quand vous prenez un gradient, vous avez différents termes, et tout est agencé de façon à ce qu'à la fin, vous retombiez sur le gradient de la première projection. Okay? Mais avec ce jeu d'annulation des différents opérateurs. Et il faut aussi vérifier que c'est une projection, parce que vous avez modifié la projection brisée initiale. Sur chaque page, vous avez une projection avec le premier terme. Donc, il faut vérifier que la correction, le terme de correction à l'arête, s'annule quand vous êtes dans l'espace discret. D'accord? Parce que le premier terme de projection sur chaque maille, c'est une projection. Si vous êtes dans l'espace conforme, vous êtes dans l'espace brisé sur chaque maille. Et donc, le premier terme ne vous tuera pas, ne va pas vous bouger. Et du coup, il faut que le terme de correction s'annule sur tous les gens qui sont dans l'espace conforme. Et c'est bien le cas avec ce genre de dessin. Donc, ça, c'est la construction pour une arête. Après, il faut traiter le cas où vous avez des sommets. Et pour les sommets, c'est le même principe. Vous devez ajouter des termes de correction au sommet qui tiennent en compte les autres termes. Et vous avez aussi des termes de correction d'arête et sommet couplés. Et vous avez des jolies combinaisons d'opérateurs d'antidérivés qui tournent autour des sommets, d'opérateurs d'antidérivés sur les arêtes, en parallèle et en perpendiculaire, et avec des opérateurs bien choisis de projection dans les espaces locaux aux arêtes qui sont continus. Et voilà, donc vous avez différents opérateurs, et puis construisez ces opérateurs en regardant un peu tous les types de fonctions brisées, semi-brisées, etc. que vous pouvez avoir, je vous passe les détails, et à la fin, ça marche, vous avez les bonnes propriétés, et je vais m'arrêter. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça marche seulement pour divergence ou ça marche pour des classes plus générales? Ça, c'est juste pour rendre. Là, comme j'en ai aucune idée. Je n'ai pas posé la question encore, je vous ai aucune idée. Non, mais c'était juste pour savoir si c'était seulement sur l'exemple que tu as montré. Les suites de déjà, ça marche. Des classes un peu plus générales. Pour des suites plus générales. Et déjà, l'approche produit-tensorielle, comme ça, elle cadre avec les trucs rotationnels qu'on dit, non, je sais pas. Oui, après, je ne sais pas ce que tu as en tête comme autre opérateur des suites. Mais, Est-ce qu'il y a alors une première question encore plus naïve, est-ce qu'il y a d'autres suites? Oui, il y a des complexes pour l'élasticité, il y a pas mal de complexes différents. Il doit y avoir des trucs pour Stokes. Oui, il y a des complexes pour Stokes, absolument. Parce qu'on a eu des exposés ici. Oui. Je ne les ai jamais regardés en détail. Donc, mais oui. Ça a l'air déjà suffisamment. Oui, évidemment, là, présenté comme ça. Mais sur une arête, le nombre de trucs à vérifier se compte sur les doigts d'une main. Après, vous n'avez pas besoin d'implémenter, ça c'est la bonne nouvelle. Est-ce que c'est
ces problèmes, ces points de salut en dehors de multipatch là, ou alors tu pourrais faire vraiment autre chose? Alors, je ne sais pas, étendre ça sur des triangulations non conformes, je ne sais pas, c'est pas immédiat, parce que là, on s'appuie énormément sur les invariances, la préservation des invariances directionnelles par la structure produit tensorielle locale. Si on n'a pas ça, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. En théorie, ça ne marche pas comme ça. Mais j'ai encore une autre question. Dans ce que tu as raconté, tu disais qu'il y a besoin d'avoir quatre secteurs différents. Oui, Ou si j'ai bien compris, seulement 2 secteurs, parce que tu l'as fait sur 2 secteurs. c'est pour les sommets. Pour les sommets, en fait, Oui, si, attends, est-ce que tu peux revenir là sur l'image que vous avez juste passée? Voilà, ça semble dire qu'il y a une partie rouge et. non, alors ici, non, pardon, là, je représentais des fonctions qui étaient en gros continues au travers d'une arête, mais pas autour du sommet. Parce que vous avez des fonctions qui sont continues juste au travers d'une arête, mais qui vont être donc discontinues avec les autres arêtes, par exemple. Mais comme vous traitez, en fait, le truc, c'est que chaque terme de correction, il a un boulot précis et il corrige un certain type de défaut. Et il ne peut pas corriger tous les défauts. Du coup, il a besoin d'un petit copain derrière. Sur ça, c'est assez standard avec les types de maillage. On travaille dimension par dimension en réduisant la dimension. En dimension finie, histoire d'arriver. Donc là, l'idée. Donc ici, l'idée, c'est vraiment vous commencez par corriger les arêtes avec exactement le même opérateur que j'ai présenté. Mais ensuite, si vous faites ça et que vous avez des sommets, l'opérateur que j'ai présenté vient vous corriger, mais vous n'allez pas être conforme au niveau des sommets. Donc il faudra corriger les sommets en prenant en compte ce qu'il y avait avant. Ce qui est sympa, c'est que les différents opérateurs de projection ont tous la même forme. On pourrait imaginer que la forme de chaque opérateur de correction devient plus compliquée. Il y a une question qui était, tu as dit, heureusement, il n'y a pas besoin de programmer tout ça. Mais ça permet quand même de discriminer certaines méthodes, les méthodes entre elles. Donc, est-ce que ça a permis de discriminer ou d'identifier les méthodes qui auraient des meilleures propriétés que d'autres parce que ces projecteurs existaient? Oui. Alors, sans doute, je pense que oui. Alors, ceux-là, on ne les a pas encore utilisés. Mais par exemple, j'avais lu des travaux il y a quelques années de personnes qui faisaient des constructions de discrétisation spline non uniformes en rajoutant des splines hiérarchiques. Donc, on rajoute des splines, des B-splines plus fines de temps en temps. Et la question, c'était l'espace qu'on obtient. Est-ce qu'il vérifie, par exemple, des propriétés de suite exactes? Ce qu'on appelle une suite exacte, c'est quand le noyau est trivial. Donc, la suite exacte, c'est quand l'image, c'est exactement le noyau du suivant. Et ça correspond en fait au noyau de l'opérateur vectoriel de Laplacian. Il n'y a pas de forme harmonique, en fait. Vous n'avez pas de forme harmonique sur votre domaine dans l'espace continu. Mais maintenant, vous le discrétisez avec un espace de spline. Et il y a des splines localement qui sont très fines. Est-ce que vous préservez la propriété de suite exacte sur cet espace? La réponse est en général non. En général, non. Il faut des conditions sur les zones où vous allez mettre des splines fines. Alors, nous, par exemple, deux conditions pour lesquelles cette analyse fonctionne. Et une fois que cette analyse fonctionne, vous avez des projecteurs commutants, vous êtes sûr que la dimension du noyau, le nombre de formes harmoniques, va correspondre au truc exact. Donc, si vous avez une suite exacte, au truc continu. Donc, si vous avez une suite exacte au niveau continu, avec ces conditions, vous êtes sûr que vous avez une suite exacte au niveau La discret. question, c'est est-ce qu'on utilise prioritairement ceux pour lesquels on est sûr que ce critère est vérifié? Ça dépend qui est mais c'est une bonne que je ne sais pas. Les gens qui font, parce que nous, on a juste commencé à programmer des méthodes multipatch avec des raffinements locaux. Donc, mais alors les gens qui en font déjà, ceux qui regardent en pratique, je ne sais pas. Je ne sais pas très bien. La motivation pour utiliser des spins, est-ce que ça joue en fait les B-spins, par exemple, ont cette formule que quand tu dérives un B-spin quadratique, la différence du fini du B-spin linéaire, en fait, tu as des espèces de formules de commutation élémentaire, mais disons en indé sur les fonctions de base. Je ne sais pas si ça joue un rôle là-dessus. C'est pas mal parce que ça permet d'avoir les matrices des opérateurs différentiels discrets, qui sont c'est les matrices d'incidence des 1 et des 0. Donc en fait, on a des opérateurs différentiels discrets qui sont algébriques, enfin, je veux dire, sans erreur, qui sont exacts, trivialement exacts, et qui dépendent uniquement de la connectivité entre les fonctions. Une motivation pour utiliser des splines, c'est que vous avez une puissance d'approximation quand vous augmentez le degré, vous n'augmentez pas vraiment la dimension. Ça peut être une qualité intéressante. Une autre, c'est tout ce qui est l'approche IGA, Isogeometric Analysis, qui est d'avoir une discrétisation du domaine qui fait aussi intervenir des splines. Donc, vous avez une compatibilité entre la discrétisation du domaine, ces mappings là que je vais présenter, et les espaces d'éléments finis qui sont à l'intérieur.
Là, ça n'intervient pas du tout ici dans l'analyse. Donc, il y a différentes motivations. Et puis, après, il y a la propriété de produits, de structure de produits tensionnels sur chaque patch, qui font que sur chaque patch, les opérateurs sont extrêmement simples. Donc, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Je n'en vois pas. Donc, on va s'arrêter ici. Merci encore, Merci. Martin.